Bonjour, on se retrouve pour une vidéo sur les notions fondamentales en chimie organique et cette vidéo va être principalement axée sur les structures moléculaires. Alors, la première chose, c'est on va faire la différence entre les électrons de valence et les électrons de cœur. En fait, on va essayer de distinguer les électrons qui vont être responsables en fait des propriétés chimiques des éléments. Et bien entendu, si on parle des propriétés chimiques, ça va être la réactivité chimique. En fait, on va distinguer les électrons périphériques ou externes des électrons de valence qui vont être les électrons qui sont également les électrons périphériques. Alors, si on prend l'exemple du soufre, ici, on remarque que le soufre, il a 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16 électrons. Ici, c'est les représentations en fait en forme de case quantique. Chaque case quantique a la particularité de pouvoir prendre, d'héberger 2 électrons. On va pas trop s'attarder là-dessus. Ce qu'on va regarder, c'est ce qu'on appelle les électrons de valence. D'accord ? Quand la case quantique est complète, c'est-à-dire qu'il contient 2 électrons, à ce moment-là, elle va avoir une certaine stabilité. Au niveau de notre soufre, en fait, on va avoir les électrons de valence. Ce sont les derniers, ils sont notés 3s et 3p, qui sont le nom des orbitales. Alors, en fait, les électrons de cœur sont les électrons qui correspondent aux couches qui sont complètes, d'accord, si vous regardez dans le tableau périodique. Les électrons de valence, c'est ceux qui vont être importants en chimie organique, puisque c'est comme ça qu'on va pouvoir, en fait, distinguer la réactivité des différents composés. Le soufre a 16 électrons. Mais si vous regardez la position du soufre dans un tableau périodique, le soufre se situe dans la 6e colonne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, le soufre, on va le représenter avec 6 électrons autour de lui. On va s'intéresser, en fait, qu'aux électrons de valence. Dans ces électrons de valence, nous remarquons que nous avons 2 cases quantiques. Vous voyez, j'ai la 3s ici et une case de 3p qui contiennent 2 électrons. Ça va apparaître au niveau du soufre sous forme de doublet. D'accord? Donc, si on a 2 électrons dans une case quantique, au niveau des électrons de valence, on va dessiner un doublet, une paire d'électrons. Et nous avons 2 électrons célibataires, comme ceci. Ces électrons célibataires, en fait, ils sont très importants puisque c'est eux qui vont chercher à effectuer des liaisons chimiques pour générer des composés. Donc, si on regarde, le soufre, lui, il possède 2 électrons célibataires et 2 paires libres, c'est-à-dire qu'il va chercher à former 2 nouvelles liaisons. Ça, c'est pour les électrons de cœur et les électrons de valence. Nous allons continuer avec la notation de Lewis, qui est une notation, plus facile que les cases quantiques. Et beaucoup plus pratique, en fait, en chimie organique. Alors, comment est-ce qu'il a décliné ça? En fait, il a représenté juste les électrons de valence, puisque les électrons de cœur, ça ne nous intéresse pas, puisqu'ils ne participent pas à la formation des liaisons chimiques, c'est-à-dire de la réactivité des différents atomes et des éléments. Alors, la notation de Lewis consiste à répartir les électrons de valence, représentés par de petits signes. Alors, c'est quoi comme petit signe? On le voit ici, on a un point pour un électron. D'accord? Et on va les répartir autour de l'élément. Ici, sur la figure, on voit les 18 premiers éléments du tableau périodique. Si je prends le carbone, puisqu'on fait de la chimie organique, le carbone, c'est l'élément central. Voilà. Vous voyez que le carbone est situé dans la 4e colonne. D'accord? Ça veut dire qu'il a 4 électrons périphériques ou 4 électrons de valence. Si on prend, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 étant le maximum, la stabilité. Seul l'hélium en a 2, puisque c'est là le remplissage de l'orbital 1s. Donc, le carbone, il a
4 électrons de valence. Donc, comment savoir le nombre d'électrons de valence de chacun des éléments? C'est facile, vous prenez votre tableau périodique et vous regardez dans quelle colonne se situe cet élément. Bien entendu, on a omis les éléments des métaux de transition qu'on appelle ça, ce sont les éléments des orbitales D, celle-ci, elle ne compte pas. Ça va, donc on saute celle-là. Alors, il en a 4, comment on va les représenter? 1, 2, 3, 4. Donc, on a bien noté les 4 électrons de valence de l'atome de carbone. Si je reprends, si je continue, et j'arrive à l'oxygène, l'oxygène est dans la 6e colonne, vous voyez, donc il a 6 électrons. Comment je fais? Je remplis d'abord mes 4 premiers. 1, 2, 3, 4. Les 4 places sont prises. Maintenant, je vais doubler, d'accord? Donc, je vais en rajouter mon 5e et mon 6e, comme ceci. Alors, vous pouvez également les noter comme ceci, avec un trait. Donc, le trait correspond aux 2 petits. Et on peut les noter également de cette manière-ci. Il n'y a pas réellement d'importance de les noter comme ça, ou alors, comme j'ai fait tout à l'heure, comme ceci, c'est équivalent, d'accord? Et bien entendu, c'est équivalent à la notation par points. Vous remarquerez rapidement que de noter 2 points, c'est un peu plus fastidieux que de faire un joli petit trait. Donc on va faire un petit trait pour ce qu'on appelle les paires libres. Donc c'est une paire d'électrons. Alors, les paires libres ont une certaine réactivité, mais moins que ce qu'on va appeler les électrons libres. Ici, les électrons célibataires. Eux, ils vont chercher à réagir, à former des liaisons. Donc voilà, vous pouvez remarquer que par exemple, le soufre a la même notation de Lewis, c'est-à-dire qu'il va former 2 liaisons, puisqu'il a 2 électrons célibataires, comme l'oxygène. Donc ils ont une réactivité qui est similaire. Si on prend les halogènes, fluor, chlore, en tout le brome, on voit qu'ils ont un seul électron. Donc si je dessine mon chlore, je remarque qu'il a 7 électrons à la 7e colonne. 1, 2, 3, 4, et on tourne 5, 6, 7. D'accord? Personnellement, je les écris comme ceci. Donc il a un électron non apparié, célibataire, donc il va former, de préférence, une liaison. D'accord? Maintenant, si on prend le bore, lui, il a 3 électrons puisqu'il a la 3e colonne. Combien de liaisons va-t-il former? 3. Et voilà. En fait, la notation de Lewis en chimie organique est très, très utilisée et très simple, et ça correspond à une certaine réalité. Je peux le réexpliquer comme ceci. Donc, sur la figure 3, on remarque mon dessin par rapport au cas quantique. J'ai une orbitale 1s qui est complète. On va appeler ça les électrons de cœur. Donc, les électrons de cœur, c'est quand, en fait, on a une ligne qui est complète, comme ceci. Et on va être sur la 2e ligne avec les électrons de valence. On en a 2 dans la 2s. C'est le premier doublet. Et on en a également 2 électrons appariés dans la première case de l'orbital 2p, puisque les orbitales 2p se déclinent sur 3 structures, 3 formes, 2px, 2py, 2pz. Et on a 2 électrons célibataires. Donc vous voyez que la notation de Lewis comparée à la configuration électronique sous forme de cas quantique est beaucoup plus pratique, et également elle est beaucoup plus simple à dessiner. Alors, grâce à sa notation, Lewis a pu déterminer 2 règles, déduire 2 règles. C'est la règle du doublet et la règle de l'octet. Donc, au cours de ses recherches, Lewis constate que les gaz rares, donc en fait ce sont les gaz qui sont situés, vous voyez ici dans la 8e colonne, sont inertes ou qui ont une réactivité très très faible. Ils n'ont pas tendance à se combiner avec d'autres atomes car ils bénéficient d'un arrangement électronique leur conférant une stabilité particulière.
Par exemple, si on prend le néon, il est très réticent à réagir, c'est-à-dire qu'il a une stabilité à être seul. Les autres éléments vont avoir tendance, en fait, à imiter leur idole, hein, qui sont les éléments de la 8e colonne, à savoir l'hélium, néon, argon, krypton, etc. Radon. Ils vont posséder en fait une configuration électronique dans laquelle le dernier niveau d'énergie, c'est-à-dire que ceci, chaque ligne est un niveau d'énergie, est complètement rempli. Et il avance l'idée que les autres atomes, ils veulent être comme leur idole, c'est-à-dire à être entourés de 8 électrons autour d'eux. C'est de là que découle la règle de l'octet. Et ces 8 électrons de valence, en fait, qui vont tenter d'obtenir, vont permettre, en fait, de stabiliser leur énergie et ainsi, de leur permettre d'avoir une vie un peu plus longue, d'un point de vue moléculaire. Il y a 2 exceptions, c'est l'hydrogène et l'hélium. Hein. Vous voyez que l'hélium est un gaz rare, il est ici, l'hélium, c'est un gaz rare, même s'il ne possède que 2 électrons. C'est pour ça qu'il y a la règle du doublet pour l'hydrogène et l'hélium. Pour les autres, on est sur la règle de l'octet, c'est-à-dire qu'on va s'amuser à compter jusqu'à 8 et regarder si, en fait, l'atome est entouré de 8 électrons ou pas. Lewis propose que l'obtention d'une stabilité maximale peut se réaliser de 2 manières. D'une part, les atomes peuvent partager des électrons avec d'autres atomes pour combler mutuellement leur valence. Donc si, par exemple, je prends un atome de carbone, vous voyez bien qu'il est entouré de 4 électrons. Comment on va faire cet atome de carbone pour compléter sa valence et être entouré de 8 électrons? En fait, il va former 2 liaisons. Il va partager ses électrons avec l'hydrogène, comme ceci, pour former 4 liaisons. Et ainsi, vous voyez, il peut se sentir entouré de 8 électrons. Il va respecter la règle de l'octet. Ici, on va être sur la formation de liaisons covalentes ou covalentes polaires. L'autre manière, en fait, c'est pas le partage, c'est le fait que les atomes peuvent accepter ou céder des électrons, ce qui va conduire à la formation d'ions. Si je prends, par exemple, l'atome de chlore, il est entouré de 7 électrons. Lui, il est assez gourmand, donc en fait, il va prendre l'électron du sodium, qui lui est entouré que d'un seul électron. Ainsi, en fait, on va avoir le sodium va céder son électron au chlore. Et de là, on va avoir un chlore, l'ion chlorure, Cl-, qui va être entouré de 8 électrons. Et le sodium, Na+, qui va être entouré d'un électron en moins, puisque si on regarde ici, si le sodium perd un électron, il va ressembler à son ami le néon. Il sera encore entouré de 8 électrons. D'accord. On verra ça plus en détail tout à l'heure. Alors, maintenant, on va introduire les différents types de liaisons chimiques et les structures de Lewis des molécules. Donc, ça va être la partie la plus intéressante. Et les structures de Lewis sont des représentations permettant d'illustrer, comme je l'ai fait avec CH4, les molécules et les ions polyatomiques en associant les électrons célibataires des atomes, formant les structures pour tenter de respecter la règle de l'octet et du doublet. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et si je reviens dessus, on voit bien que excusez-moi, le carbone est bien entouré de 8 électrons, bien qu'il y en ait 4 qui appartiennent à l'hydrogène, mais c'est un partage, donc ils peuvent le compter 2 fois chacun. Et l'hydrogène respecte bien la règle du doublet, puisqu'il est entouré de 2 électrons. Donc, en fait, on a vu que... Je vais retourner mes feuilles. Voilà.
Cette association entre les atomes mène à différentes catégories de liaisons chimiques, puisque le partage de 2 électrons entre 2 atomes va former ce qu'on appelle une liaison chimique. En chimie organique, on va simplifier les choses et on va dire qu'il existe 2 types principaux de liaisons chimiques. Les liaisons covalentes, où on a un partage plus ou moins équitable, on va voir suivant les différents partenaires, et on a des liaisons ioniques, comme je vous ai expliqué avec NaCl, où là vraiment il y a un atome qui cède un électron et l'autre atome qui va venir prendre l'électron. Dans les liaisons covalentes, on va avoir les liaisons covalentes non polaires et les liaisons covalentes polaires. Les liaisons covalentes polaires vont permettre d'expliquer pas mal de réactivité entre les différentes molécules plus tard dans le cours. Alors, les distinctions entre les liaisons covalentes et les liaisons ioniques nécessitent l'introduction d'une notion qui va être la notion d'électronégativité. Alors, qu'est-ce que c'est que l'électronégativité ? On va en fait quantifier, on va comparer l'appétit de chacun des différents atomes dans le tableau périodique vis-à-vis des électrons. C'est-à-dire, plus l'atome va avoir une électronégativité élevée, et celle-ci varie de 0 à 4, c'est sans unité puisque c'est un rapport, c'est comparé par rapport à un élément donné. Plus l'électronégativité d'un élément va être important, et plus il va avoir tendance à attirer vers lui les électrons de la liaison. C'est-à-dire qu'il il va posséder une densité électronique plus forte. Bien entendu, ceux qui ont des électronégativités très faibles, ils vont avoir tendance à céder leurs électrons. Donc, plus un élément est électronégatif, plus il va attirer les électrons de la liaison chimique, et cette échelle d'électronégativité, elle a été introduite par Pauling en 1932. Alors, dans le tableau périodique, l'électronégativité va en fait avoir tendance à augmenter quand on se déplace de la gauche vers la droite. Donc si je reprends mon mini tableau ici, donc l'électronégativité, je vais le mettre ça commence à être un joyeux bordel. L'électronégativité, elle va augmenter de la gauche vers la droite. Et du bas vers le haut. Alors, bien entendu, comme les gaz nobles et les gaz rares ne participent pas à les liaisons, n'ont pas tendance à former des liaisons, on n'aura pas donné de valeur d'électronégativité. Et le champion de l'électronégativité, mesdames et messieurs, je vous le présente, c'est l'atome de fluor. D'accord ? Donc voilà, pour avoir une idée. Si maintenant on revient à nos moutons, puisque le but c'est de pouvoir déterminer le type de liaison, covalente non polaire, covalente polaire, liaison ionique. En fait, pour déterminer le type de liaison chimique, il faut considérer l'électronégativité, pas d'un seul élément, c'est pas suffisant. On va plutôt calculer la différence d'électronégativité entre les 2 atomes qui vont constituer la liaison. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est de calculer une différence d'électronégativité entre les 2 atomes. Je vais vous les présenter et on va faire ça ensemble. Donc, la première chose, c'est de repérer sur le tableau périodique l'électronégativité des éléments. C'est noté, il suffit de regarder sur votre tableau. Et ensuite, on va faire un calcul très compliqué. On va faire le plus grand moins le plus petit. Et on va avoir, ou le plus petit moins le plus grand, mais en valeur absolue. Et on va avoir à ce moment-là la différence d'électronégativité. Suivant la valeur de cette différence d'électronégativité, on va pouvoir classer les liaisons en liaisons covalentes non polaires, liaisons covalentes polaires ou liaisons ioniques. Donc vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Alors, dans les liaisons covalentes non polaires, vous avez ici 2 magnifiques exemples. Alors, bien entendu, si on prend une molécule diatomique homonucléaire, un H2, vous vous doutez bien que la molécule de H2, elle est symétrique, d'accord, et que les 2 éléments, les 2 atomes ont la même électronégativité,
puisque ce sont les mêmes. Donc là, on a vraiment une liaison covalente parfaite. Donc on peut dire que on a une différence d'électronégativité qui est égale à 0. Alors, les images ici sont assez amusantes, c'est une densité électronique. C'est-à-dire où on va avoir la densité, la probabilité de trouver les électrons la plus importante. Et on remarque que plus c'est rouge, donc bleu, il n'y a pas d'électrons, vert, moyen, jaune, ça commence on commence à avoir une densité relativement importante. Et rouge, c'est là que la densité électronique est la plus élevée. Si on remarque cette carte de potentiel électrostatique pour une molécule de dihydrogène, on voit que la densité électronique se situe bien entendu entre les deux atomes d'hydrogène. J'en ai un ici et j'en ai un ici. Donc, ils sont répartis équitablement. Il n'y en a pas un qui a une densité électronique plus importante que l'autre. Maintenant, si je prends notre jolie molécule de méthane, CH4. Donc, pour rappel, les traits, ce sont des mises en commun de deux électrons pour former une liaison. On regarde dans le tableau périodique et on remarque que l'électronégativité du carbone est de 2,55, 2,50, ça va dépendre du tableau périodique, c'est pas grave. Et l'électronégativité de l'hydrogène, j'ai perdu ma flèche, elle est là, est de 2,20. Donc si je calcule la différence d'électronégativité, je vais avoir 2,50 moins 2,20, je vais avoir une différence d'électronégativité de 0,35. Cette différence d'électronégativité va permettre de classer la liaison carbone-hydrogène comme étant une liaison covalente non polaire. Donc pour être considéré comme une liaison covalente non polaire, on doit avoir une différence d'électronégativité qui est inférieure à 0,40. Donc, covalente non polaire, c'est une différence d'électronégativité qui est comprise entre 0 et 0,40. Donc, un petit calcul, et vous regardez, et vous voyez qu'on est sur une liaison covalente non polaire. Alors, ici, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est un peu plus compliqué. Donc, la densité électronique est plus importante au niveau... dans la région entre le noyau d'hydrogène et le carbone pour chaque liaison carbone-hydrogène. Et les électrons sont répartis uniformément. Donc en fait, on voit que la zone de répartition des électrons se situe de façon relativement uniforme, parce qu'on en parlera plus tard au cours, entre le carbone et l'hydrogène. Bien entendu, on a quand même une différence d'électronégativité de 0,35. Donc, le carbone, il n'est pas neutre, il va quand même légèrement attirer les électrons vers lui, d'accord? Mais de façon stricte, si on respecte la définition d'une liaison covalente non polaire, comme la différence d'électronégativité est de 0,35, elle est bien comprise entre 0 et 0,4, donc elle est considérée comme une liaison covalente non polaire. Si on continue avec les liaisons covalentes polaires, donc là j'ai pris ici un exemple assez violent, qui est HBr. On va calculer cette différence d'électronégativité. Donc, la première chose, on va la dessiner sur la structure de Lewis. Donc, l'hydrogène, il est dans la première colonne. Il est entouré d'un électron. Le brome, il est dans la 7e colonne. Donc, il va être entouré de 7 électrons. Donc, on va bien former une liaison de type HBr comme ceci. D'accord? Donc, on va avoir un partage de ces deux électrons-là. Alors maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment c'est partagé, puisque le partage n'est pas obligatoirement équitable. Donc, on voit bien, si on regarde la densité électronique, qu'est-ce qu'on remarque? Le brome, il est quand même très, très gourmand. Donc, ça veut dire quoi? Que les électrons sont préférentiellement sur le brome, qu'il a attiré les électrons vers lui, et ainsi, on peut remarquer qu'on n'a absolument pas une liaison covalente non polaire.
Si maintenant je m'amuse à calculer la différence d'électronégativité, c'est noté quelque part. Le brome, c'est 2,96. L'hydrogène, 2,20. Donc j'ai une différence d'électronégativité de 0,76. Donc j'ai bien, en fait, une liaison covalente polaire, puisque je suis au-dessus de 0,4. Donc on a une différence d'électronégativité de 0,76. Alors, comment j'ai représenté ma molécule? Puisqu'on voit bien que j'ai plus d'électrons, la densité électronique est plus forte sur le brome. Ben, en fait, je vais m'amuser à faire ceci. Et on va noter que le brome possède une charge partielle négative, delta moins, et l'hydrogène possède une charge partielle positive. On peut dire que le dipôle est représenté par un vecteur comme ceci. Moi, je ne m'intéresse pas trop à la représentation vectorielle, etc. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est les charges partielles, de pouvoir identifier si l'atome a une charge partielle delta plus, delta moins assez rapidement, et ça va nous permettre de réaliser de jolis petits exercices. Alors, je vais prendre une autre molécule, c'est CH3F. Donc ici, on regarde ce qui se passe. Donc l'électronégativité du carbone, c'est 2,55. L'électronégativité de l'hydrogène, c'est 2,20. Donc ici, pour la liaison carbone-hydrogène, on a une liaison covalente non polaire. Attention, au sein d'une même molécule, on n'a pas tout le temps les mêmes types de liaisons. On a des liaisons covalentes polaires, des liaisons covalentes non polaires, ou même des liaisons ioniques, et tout ça ensemble. Donc il faut en fait identifier le type de liaison par liaison. Et je rappelle que ça va dépendre de la différence d'électronégativité des deux électrons qui participent à cette liaison. Le fluor, je vous avais dit, c'est un champion de l'électronégativité, il est à 3,98. Donc en fait, on va avoir la liaison carbone-hydrogène, on l'avait déjà analysé tout à l'heure, c'est une liaison covalente non polaire, et la liaison carbone-fluor, elle, c'est vraiment une jolie liaison covalente polaire. Vous voyez dans la carte du potentiel électrostatique, le fluor, il est tout rouge, c'est-à-dire qu'il a une densité électronique beaucoup plus importante que le carbone. Je vais pouvoir représenter ma molécule de cette manière, si je veux la représenter en charge partielle, et je vous rappelle, c'est quelque chose de très important. Donc, mon fluor, il est riche en électrons, il va avoir une charge partielle négative, c'est-à-dire qu'il a une charge, mais qui n'est pas entière, il n'a pas un moins, il est compris entre 0 et 1. Donc, on ne sait pas où il se situe, mais il a une densité électronique supérieure à un partage équivalent. Et bien entendu, les électrons, l'électron a été piqué au carbone. Donc lui, il est delta plus. Alors, on va s'intéresser aux liaisons ioniques. Ici, les liaisons ioniques, elles vont apparaître quand on a une différence d'électronégativité qui va être plus grande que 1,7. Donc pour les liaisons covalentes polaires, c'est compris entre 0,4 et 1,7. Les liaisons ioniques, c'est au-dessus de 1,7. Alors ça nous intéresse quand même un peu moins en chimie organique, mais je vais quand même faire l'effort de vous le présenter. Donc, dans ce type de liaison, la différence d'électronégativité entre les atomes qui la composent est telle que l'un des atomes arrache littéralement le ou les électrons disponibles de son voisin. Donc là, on est sur un vol manifeste, mais l'autre, il est d'accord parce qu'il va retrouver une plus grande stabilité également. Il est alors question d'un transfert complet d'électrons qui se produit généralement d'un atome donneur d'électrons peu électronégatif, un métal en règle générale, un autre atome accepteur d'électrons, très électronégatif, un non-métal. L'atome qui cède ces électrons devient ce qu'on va appeler un cation. Donc vous voyez ici,
Na+, il a cédé un électron au chlore et devient un cation, il porte une charge positive. Tandis que le chlore, il a été enrichi d'un électron. Hein, vous voyez, il a pris l'électron du sodium et il devient un anion. Les deux ions demeurent à proximité l'un de l'autre en raison d'une attraction anion-cation qui est appelée une attraction électrostatique, ce qui constitue une liaison ionique qui est relativement forte ou même très forte. Il a été déterminé expérimentalement que lorsque la différence d'électronégativité entre deux atomes est égale ou supérieure à 1,7, on arrive dans les liaisons ioniques. Donc, l'exemple, je vous l'ai montré, si je prends mon atome de chlore, il est bien entouré de 7 électrons, et mon atome de sodium, il est entouré d'un électron de valence. On ne parle que des électrons de valence, bien entendu. Qu'est-ce qui va se passer ? Le gros gourmand de chlore va arracher l'électron du sodium parce que la différence d'électronégativité entre les deux est supérieure à 1,7. L'électronégativité du chlore, c'est de 3,16. Et l'électronégativité du sodium, ce gros pépère, il est à 0,93. Donc on a bien une différence d'électronégativité qui est égale à 2,23. On est bien dans les liaisons ioniques. À ce moment-là, comme le sodium a cédé un électron, mais il a un électron en moins autour de lui, donc il va avoir une charge positive qui va apparaître, puisqu'il y a les protons qui sont derrière, et il y a tout le temps le même nombre d'électrons que de protons, donc si on enlève un électron, il y a un proton qui monte sa charge. Le chlore, lui, il va avoir un électron en plus que son nombre de protons, donc il va avoir une charge négative qui va apparaître. Donc, nous arrivons aux liaisons multiples, et dans les molécules organiques, il est fréquent que des atomes partagent plus d'une paire d'électrons afin d'acquérir l'octet. C'est le cas, par exemple, avec le formaldéhyde. Ça va donner lieu à des liaisons multiples entre ces atomes. Il y a les liaisons doubles et les liaisons triples. Alors, si je prends un carbone, un oxygène et 2 hydrogènes, comment est-ce que je peux faire pour former une molécule avec tout ce bazar-là ? En fait, les agencements sont assez simples. Le carbone, c'est un atome central, donc on va le mettre au milieu, comme ceci. Et je peux me dire, tiens, je vais déjà lui mettre 2 hydrogènes. Donc je forme 1 et 2 liaisons. Il me reste l'oxygène, qui lui a 2 électrons célibataires. Le carbone a aussi encore 2 électrons célibataires, et ils vont former une double liaison qui va être représentée sous la forme de CO H, comme ceci. Donc ça, c'est pour les liaisons doubles. Il y a la même chose avec les liaisons triples. Par exemple, si je prends une molécule avec 2 carbones et 2 hydrogènes, je présente mes 2 carbones, je présente l'un à l'autre. Bonjour, comment tu vas ? Et un hydrogène. Alors, bien entendu, je connais la solution, je le dessine tout de suite de la bonne manière. Je vais avoir une liaison carbone-hydrogène comme ceci, et il me reste 3 électrons célibataires de chaque côté pour former une triple liaison. Donc je vais avoir de l'éthine de cette manière-là. Donc ça, ce sont les liaisons hydrogène. Et bien entendu, parce que j'oublie d'en parler, ça respecte la règle de l'octet. Le carbone est entouré ici de 1, 2, 3, 4 liaisons, donc ça fait 8. L'hydrogène, une liaison, ça fait 2 électrons, c'est bien la règle du doublet. Alors, on va terminer avec la notion de charge formelle. Ça, c'est un peu plus, pas compliqué, mais un peu plus chiant à calculer.
Mais c'est aussi très important. Donc on va prendre le temps de le faire. Alors, le calcul de la charge formale est basé sur deux hypothèses principales. Le doublet d'électrons libres d'un atome sont assignés en totalité à l'atome qui le porte. Donc, si j'ai un doublet sur une molécule, par exemple NH3, voilà. Le doublet appartient à l'azote. Les doublets d'électrons liants sont partagés également entre les deux atomes qui constituent la liaison. La charge formale est calculée à l'aide d'une équation mathématique suivante. La charge formale d'un atome, on va calculer la charge formale d'un atome, c'est le nombre d'électrons de valence présents dans l'atome neutre. Comment est-ce que je connais le nombre d'électrons de valence présents pour l'azote? Je vais regarder dans le tableau périodique, et je regarde où il se situe dans le tableau et à quelle colonne. Oh, c'est loin. Ouais, on en a fait du travail. Et à quelle colonne? Il se situe dans la, vous voyez, 5e colonne. Vous voyez, il a 5 électrons de valence. Donc, à la fin, c'est tout le temps les mêmes, donc on les connaît par cœur. Donc, ici, il a 5 électrons de valence dans l'atome neutre. Il a combien d'électrons libres? Ici, des paires libres, il en a 2. Une paire libre, il a 2 électrons libres. Et nombre de liaisons, on en a 1, 2, 3 liaisons. Donc on en a 3. Donc on est bien égal à 0 pour NH3. Qu'est-ce qui se passe pour l'ion ammonium? Donc l'ion ammonium, c'est NH4. Vous voyez bien, il est entouré de 4 électrons, il en a perdu un, donc il a une charge positive. Alors la charge positive peut être dessinée sur l'azote, ou alors on peut la donner à la structure entière, si on la met entre crochets, comme ceci. Alors, si je fais mon calcul pour NH4, qu'est-ce qui va se passer? NH4, il est en nombre d'électrons, pour l'azote c'est tout le temps 5, ça ne dépend pas. Nombre d'électrons libres, il n'y a plus de paires libres, donc il en a 5. Il en a 0 d'électrons libres. Et nombre de liaisons, 1, 2, 3, 4, 4. Donc on va être à plus 1. Donc il porte une charge positive. Alors, on va faire un dernier exemple, qui est le méthoxy. Donc, je vais vous le dessiner. Donc, la molécule, elle se dessine sur CH3 au moins. Donc, en fait, ça va représenter ceci. Le carbone qui est lié à 3 atomes d'hydrogène. Et je vais avoir mon oxygène comme ceci. Qui a ces 3 doublets. Alors, comment est-ce que je vais faire pour calculer les charges formelles? En fait, on peut calculer la charge formelle du carbone. Donc, charge du carbone. Ça va être égal à 4, moins 0, moins 4, puisqu'il forme 4 liaisons, elle va être égale à 0. Si je calcule la charge formelle de l'oxygène, l'oxygène ici, il en a 6, ça il est dans la 6e colonne dans le tableau périodique. Il y a combien de paires libres? Il en a beaucoup. Il y en a 3, donc ça fait 6 électrons célibataires. Et ils forment une liaison, moins 1. Donc la charge formelle de l'oxygène sera moins 1. Donc en fait, on pourra mettre un petit moins ici, au niveau de l'oxygène. L'hydrogène, il est tout le temps 0, il ne faut pas besoin de se tracasser pour ça. Donc voilà, je vous proposerai dans les notes différents exercices à réaliser. Je vous remercie pour votre attention.